Koulé, commune rurale de Guinée, l'une des 11 sous-préfectures de Zérékoré, située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu. Le nom Koulé du Guerzé Koulbé signifie « restons ici ». Et c'est ici que naîtra l'homme du 24 décembre 2008, le capitaine Moussa Dadis Camara. Au lendemain de la mort du général Lansana Conté, il prendra la tête de la junte militaire avant d'être victime d'une tentative d'assassinat le 3 décembre 2009. Mais derrière cette fin de règne tragique, à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement, se cache toute une péripétie, un faisceau d'événements sur le chemin tortueux du destin d'un peuple au crépuscule de la vie du général Lansana Conté. Juin 2007, le guide de la révolution libyenne est en Guinée. Mouammar Kadhafi est alors engagé depuis quelques mois dans une tournée continentale visant officiellement à promouvoir l'unité africaine en appelant sa jeunesse à une prise de conscience face à la paupérisation croissante dans laquelle elle est plongée du fait de ses élites politiques. Il sera reçu triomphalement par les populations de Conakry et par le Premier ministre d'alors, Lansana Kouyaté, diplomate chevronné à la tête de la primature, nommé par le général Lansana Conté, affaibli par des mois d'insurrection populaire. Lansana Kouyaté jubile auprès du guide de la Jamaria libyenne. Cette visite est pleine de sens et sonne comme l'illustration du carnet d'adresses bien fourni du Premier ministre Lansana Kouyaté. Après l'étape de Mamou, c'est au stade du 28 septembre de Conakry, archi-comble pour l'occasion, que le guide de la révolution libyenne sera accueilli par une foule en liesse. Comme promis donc à Mamou, tout le monde attend le message du guide de la révolution libyenne. Et voilà donc le Mohamed Kadhafi qui est à la loge officielle actuellement. La première dame, Henriette Conté, a effectué le déplacement. Henriette Conté, la mère de la nation. Place au discours de bienvenue, d'abord le Premier ministre Lansana Kouyaté. Que l'Afrique doit suivre. Parce que vous n'avez pas. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger était alors Maître Abdoul Kabele Camara. Excellence, le colonel Mouammar El Kadhafi, guide de la révolution arabe libyenne populaire et socialiste, a effectué du 23 au 25 juin 2007 بدعوة من رئيس جمهورية غينيا وصاحب الفخامة معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم الذي قام بزيارة رسمية. Le guide de la révolution libyenne, lui, adressera un message à la jeunesse guinéenne et africaine. Au nom de Dieu miséricordieux, pendant 44 ans, on est en train d'écouter, on était en train d'écouter la voix des chefs d'État seulement. Aujourd'hui, on va donner voix au chapitre, aux masses, la voix de la jeunesse, la voix de la femme africaine. Le général Lansana Conté, affaibli par la maladie, ne sera pas au stade du 28 septembre. C'est plutôt à la case de Bellevue qu'il recevra le guide de la révolution libyenne. Là encore, la foule a répondu présent. Le colonel Mouammar Kadhafi et le général Lansana Conté, deux fils d'Afrique, deux destins fabuleux, mais qui ne sont plus de ce bas monde. Les échanges entre les deux hommes sont pleins de sens, deux frères d'armes qui ont vaillamment lutté pour l'émancipation de leur peuple.
À 74 ans, le lundi 22 décembre 2008, meurt le président paysan, Lansana Conté, après 24 ans de règne à la tête de la Guinée. Les Guinéens en larmes ce 26 décembre 2008 vont lui rendre un vibrant hommage. Le cortège funèbre cristallise les attentions dans la ville de Conakry. Alors que les Guinéens sont encore en deuil et que le pays est sans président, une voix retentit au journal du soir de la radio nationale. Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par le CNDD, les membres du gouvernement et tous les officiers généraux sont demandés de se rendre au camp Alpha Diallo. C'est donc ce capitaine que presque personne n'a vu venir qui annonce la prise du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie et le développement dont il est le président. Une prise de pouvoir pour le moins surprenant. Dans les rues de Conakry, le nouvel homme fort du pays sera acclamé par la foule. L'ancien chef de la section carburant et ses hommes feront une parade dans la capitale guinéenne. Tous ceux qui ont côtoyé le capitaine savaient quand même qu'il avait des prédispositions, non seulement des prédispositions, mais qu'il avait des intentions. La preuve Conté. Tout le monde savait, c'était pas quelque chose de caché, et ça se faisait, ça se lisait sur son comportement, ça se lisait sur son franc-parler, ça se lisait sur ses agissements. Donc moi je pense que cela a dû influencer un peu le colonel Sekouba Konaté. Mais quant au général Toto, quand ils ont... Ça c'était une autre manche de l'organisation, de la mise en place du CNDD. Donc il fallait trouver les voies et moyens pour le dégager. Et je crois qu'on avait réussi à le dégager, et de façon habile, et de façon très respectueuse. Et lui-même, il avait compris qu'il avait l'obligation d'obtempérer et de se mettre à la disposition donc du CNDD, du capitaine, pour être sauvé. L'armée guinéenne, pour la seconde fois de l'histoire politique de la Guinée, prend le pouvoir suite à la mort du président en fonction. Vous savez ce qui est arrivé en 2008, le 23 décembre. Moi, j'appelle ça une récidive. Parce que si vous vous rappelez, dans l'histoire récente de la Guinée, le 3 avril 1984, bien entendu après le décès de feu Ahmed Sékou Touré, que son âme repose en paix, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Donc ça a été un coup d'État. C'est ce qu'il faut regretter. Donc en 2008 aussi, après le décès du feu général Lansana Conté, c'est l'armée aussi, par un coup d'État, il faut le dire, qui a pris l'armée. Ce qui n'était pas normal en violant les lois, la constitution principale particulièrement. L'armée a pris le pouvoir. Qu'est-ce que nous tirons comme leçon de ces deux coups d'État-là? C'est que les institutions en Guinée ne sont pas encore fortes, particulièrement la justice. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'en Guinée, on a mis la loi de côté. Donc c'est l'impunité, le principe, l'application de la loi, l'exception. Mais tous les ingrédients pour une prise du pouvoir par l'armée guinéenne au lendemain de la mort du général Lansana Conté étaient bien réunis, comme en témoignent ces propos du dernier des anciens premiers ministres du président paysan. Il y avait beaucoup de turbulences sociales. Vous étiez là, une perle de grève. Le gouvernement de large ouverture devait faire face à de nombreuses grèves, de nombreuses contestations dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris la police, y compris l'armée elle-même. Donc tout cela indiquait que quelque chose d'important allait se passer pour le pays. C'était le décès du président Lansana Conté
et la prise du pouvoir par les militaires. Je ne suis pas un homme assoiffé de pouvoir. Et le pouvoir, à un moment donné, lorsque le peuple n'est pas derrière toi, si tu veux te cramponner au pouvoir, tu auras toutes les humiliations. Le gouvernement civil va finalement rallier la cause des putschistes, qui avaient un peu plus tôt invité tous les ministres et officiers à se rendre au camp Alpha Yaya Diallo sous peine de ratissage. Les ministres du gouvernement civil, à commencer par le premier d'entre eux, Ahmed Tidiane Souaré, ne se feront pas prier ce 25 décembre 2008. La prise du pouvoir a été civilisée, si on peut dire. Il n'y avait pas eu de carnage, il n'y avait pas eu de mort d'homme. Cela tient peut-être à l'esprit des putschistes, mais aussi au comportement du gouvernement de large ouverture, et qui a respecté les instructions formelles que j'ai données, même si le navire était dans les tempêtes. En fait, lorsqu'il y a eu annonce de la prise du pouvoir, nous avons constaté que nous n'étions pas préparés à des affrontements et on ne voulait pas des affrontements sanglants pour nos populations. J'ai réuni le gouvernement de large ouverture, bien sûr, quelques heures après. Les heures qui ont suivi la prise du pouvoir, il fallait se sécuriser puisqu'on était devant l'inconnu. Donc, nous avons utilisé chacun comme il le peut les moyens nécessaires pour se mettre à lieu sûr. Cela passé, nous avons communiqué avec la junte. Il y avait des intermédiaires comme le conseiller shérif Moussa Dadis Camara, qui a joué un rôle de liaison extrêmement important. Ils nous ont invités à nous présenter au camp Alpha Yaya, à tout le gouvernement. On a pour un début négocié le lieu de la rencontre, on a souhaité que ça soit au Palais du Peuple. Ça avait été accepté, mais certains membres du CNDD ont refuté l'idée. Finalement, la rencontre a eu lieu au camp Alpha Yaya. J'ai demandé à tout le gouvernement de se présenter à ma résidence avec des véhicules privés ayant au préalable renvoyé toutes les voitures de service au garage du gouvernement. C'était déjà un geste de républicain de notre part. Et donc nous sommes allés au camp Alpha Yaya rencontrer la junte. Je ne suis pas un homme riche, je n'ai pas une famille riche. Je suis né dans une case. Dans une case, moi, je suis né dans une case. Aller en forêt, demander comment j'ai évolué. Dans une case. Les Nations Unies décident quel est le chef de l'État qui peut résister au pouvoir. Dites-le moi. Parce que moi j'ai fait les relations internationales. Si j'ai un homme aguerri, un homme averti, tu le fais, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Et moi je ne veux pas l'humiliation. Mon ami ne veut pas l'humiliation. C'est pourquoi tout ce que vous devez faire, c'est de préparer nos dossiers au sein des organismes internationaux, comme l'a fait ATT. Il a laissé le pouvoir, il est parti, il a servi les Nations Unies. Faites-le, c'est le moment. Les Guinéens vont découvrir leur nouveau chef, un capitaine bouillant, intrépide et intransigeant sur les questions liées à la corruption et au trafic de cocaïne. Il va, lui et son équipe, s'attaquer à ces fléaux tout en rassurant les leaders politiques de son intention de conduire la transition militaire qui devra aboutir à des élections libres et transparentes. Nous n'allons jamais trahir cette nation. Si on avait la prétention de trahir cette nation, c'était la prise du pouvoir. Après une semaine, la SAC, on devrait retirer 22 millions de dollars avec la SAC dans ce bureau. On se serait reparti. Avions demandé à la SAC, malgré nos conditions de vie, la souffrance, avions pris le pouvoir sans moyens. Les 22 millions, nous n'avions pas besoin
de mettre ça dans les poches ou d'utiliser aux fins pour dire qu'on a utilisé pour l'armée, ce serait un vol. Nous préférons sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. L'arrivée de la junte, dans un premier temps, a été acceptée parce que leur objectif, dans une certaine mesure, c'était, selon leur déclaration, de remettre le pays sur les rails pour aller dans le sens d'une meilleure gouvernance et aussi mettre le pays dans une posture où le retour à l'ordre constitutionnel pourrait se faire dans certaines conditions. C'est dans ce sillage que les forces vives ont été créées et j'en étais le président de la commission politique. Les forces vives, regroupant l'ensemble des sensibilités politiques et sociales de l'époque, seront créées. Elles auront la redoutable mission de pacifier les relations entre les nouveaux maîtres du pays et les leaders politiques. C'est Jean-Marie Doré, père son âme, qui m'a téléphoné, qui m'a appelé à New York. J'étais à l'époque chargé de cours de prévention et de résolution des conflits à l'université Columbia. Il m'a demandé de venir par rapport à la situation qui prévalait dans notre pays. Donc moi je suis arrivé au mois de février 2009 et j'ai immédiatement rejoint les rangs des forces vives et qui étaient quand même composés et animés par des cadres de très haut niveau et de bonne volonté, accompagnés et soutenus par des jeunes citoyens très actifs. Oui, nous avons travaillé d'arrache-pied régulièrement à travers différentes commissions pour faire face à un seul objectif. Notre objectif, c'était premièrement de considérer que quoi que l'on dise, ceux qui sont sous l'uniforme, c'est-à-dire que ceux qui sont en uniforme, sont des citoyens guinéens comme nous, mais des citoyens qui ont une obligation de réserve. Incidemment, les forces vives se sont organisées et c'est le moment de rendre hommage à toutes ces femmes et ces vaillantes femmes et ces hommes de la société civile, et des organisations syndicales, et des partis politiques et des personnes ressources de bonne volonté de toutes parts, en Guinée comme au plan international, qui se sont donné la main vivement, et énergiquement, intelligemment pour se battre en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel. Ceci dit, moi-même j'ai rencontré le président Dadis plusieurs fois, qui m'a toujours reçu avec beaucoup de respect et de considération. Il se souvenait de mes passages comme vice-président à l'université. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai été de ceux-là qui ont proposé aux forces vives, et notamment aux porte-parole, donc Jean-Marie Doré et Hadja Rabiatou Sera Diallo, la mise en place d'un comité ad hoc. Et moi, j'étais à la base de cette initiative. Un comité qui permettrait aux militaires et à nous, civils, de nous asseoir en tant que Guinéens pour élaborer un cadre d'échange. Et c'est finalement Monseigneur Alseni Gomez qui a dirigé ce cadre de concertation. Jusque-là, les relations entre la junte militaire et les leaders politiques étaient des relations saines, pacifiques, mais pas pour longtemps. Le capitaine Dadis, avec la même audace que le capitaine Sankaran, mais empreinte de moins de subtilité, va mettre sur la place publique les grands dossiers de l'État. Sur les lucarnes de la télévision nationale, les commis de l'État vont se relayer, tels dans un tribunal, devant le juge, pour s'expliquer sur leur gestion antérieure. Le Dadis Show est né. Le monsieur qui est venu ce jour, en train de suivre Belimou dans un sale dossier, venez là, des meneurs, des perturbateurs. Vous pensez que c'est vous qui avez créé cette loi? Je vais vous prouver qu'une nation est commandée
Vous êtes les plus grands perturbateurs. Toi, j'ai eu confiance en toi ce jour. Mais tu es l'un des meneurs. Vous ne le faites pas contre le capitaine Dadis. Arrêtez-vous là. Tournez, faites face. Vous ne le faites pas contre le président. Vous ne le faites pas contre... Suivez. Vous ne le faites pas contre le président. Le président, il est passager. Jetez un coup d'œil. Feu général Lansana Conté. Hein? Monsieur, jetez. Est-ce qu'il vient aujourd'hui? Personne ne restera éternel sur terre. Je ne resterai pas éternellement président. J'ai besoin d'une seule chose. Celle de faire l'équité, de donner ma vie à cette nation. J'ai tous les avantages aujourd'hui de laisser la gabegie financière pour m'enrichir. Mais je sais qu'un jour je vais quitter. Bon, il faut dire que j'ai vu tout cela venir au jour le jour. D'abord, quelques semaines après la prise du pouvoir, il y a eu la nomination d'un Premier ministre civil. Et je dois dire avant, il avait été question que certains membres du gouvernement de large ouverture accompagnent le CNDD dans son gouvernement ou dans la structure politique CNDD. Personnellement, j'avais été convié par Dadis lui-même que je sois membre du CNDD. Le ministre de la Défense, le ministre Kabele Almami devrait être membre du gouvernement. Tout cela avait été conçu aux premières heures. La première rencontre des militaires avec les diplomates, j'ai été convié avec le ministre Kabele, ministre de la Défense, à assister pour les aider à déblayer un peu le chemin. Donc jusque-là, c'était vraiment, on peut dire, la République qui était en train peut-être de se faire une bonne œuvre, de rectifier les choses qui traînaient par là. On a pensé comme ça. Mais quelque temps après, ils ont soulevé ce qu'ils ont appelé les audits. Il fallait auditer tout le monde. On a interdit des ministres à se déplacer, à quitter le pays. Moi-même, j'ai été embastillé, pas pour la gestion de la primature, mais pour, soi-disant, le fonds minier, une gestion qui relevait de 3-4 ans avant, quand j'étais ministre des Mines et de la Géologie. Je vous dis, dans une semaine, on saisit le tribunal de première instance de Kaloum, on reprend l'usine de Fria. Il y a eu par anticipation mise en possession, quand il y a eu ce truc-là, le décret de privatisation, le décret a dit les conditions de le modalité de la cession des actifs va être définie dans une convention à conclure entre les parties. Jusqu'à aujourd'hui, cette convention n'est pas conclue. Quelle est l'autorité quelles sont ces autorités-là? Dites-le maintenant. Mais c'est simple, le décret du 30 mars 2006 a été signé. Le montage a été fait, il le sait. Il y avait Fodé Bangoura, ouais. Il y avait Selou Dalin et Soiré, Ahmed Tidiane Soiré. Vous allez les faire venir. Les trois là savent comment ce décret a été signé, parce que c'est un décret, je l'ai signalé. La convention n'existe pas à date. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe pas. Donc on a le droit de reprendre justice. Entendons pas. Et donc des actions comme ça ont commencé à être déroulées avec les séances comme vous avez dû le suivre, que le Premier ministre a appelé le Daddy Show. C'était des shows télévisionnels tous les soirs où on tranchait à l'ancienne tous les problèmes, y compris des problèmes de justice. Les dérapages ont commencé là. Une grande usine comme Friga, lorsque tu parles mon idée, c'est comme si le monsieur qui est assis devant moi, mais le monsieur même, c'est-à-dire il y a le plus grand patron qui n'est pas là. Alors que c'est ce monsieur qui est là, mais tous les autres directeurs que tu peux, mais ça c'est des subordonnés, ça je n'ai rien à foutre avec eux. Il ne faut pas nous retourner en arrière. Il ne faut pas trop tourner, ne fais pas de tournure. Pas au but. Est-ce que ce qu'il a dit réellement, il a menti ou bien il n'a pas menti, objectivement? Ça c'est l'affaire interne à la Guinée. Je ne rentre pas dans la politique.
Et tu parles comme ça, je te renvoie. S'il te plaît, viens là. Regardez-moi ça. Des grands mafieux comme ça. Vous êtes en train de faire la mafiosie. Vous voulez distorder les relations entre la Russie et la Guinée. Le disque que joue le capitaine Moussa Dadis et ses hommes en armes s'use peu à peu. Ses actes et ses faits sont aux antipodes de son discours. Il semble avoir pris goût du pouvoir. Le capitaine Moussa Dadis entretient un sérieux doute sur sa candidature aux prochaines élections présidentielles fixées à l'époque, au 31 janvier 2010. Et des mouvements de soutien du CNDD, comme le Guinéen sait le faire d'une manière très athlétique, ont commencé à se former. Et on a commencé à recevoir Dadis en pompe un peu partout où il se rendait, parce qu'il avait un discours qu'on peut qualifier aujourd'hui de populiste, et le populisme a le tapis déroulé, hein, il roule très facilement. Et ce populisme, je crois, ajouté à l'impatience, tout cela a poussé, a contribué à mettre le vertige du pouvoir dans la tête de Moussa Dadis Camara. Si je serais candidat, pour le moment, je ne peux pas me déterminer parce que je suis entre le marteau et l'enclume. Et sous la pression de certains proches, de certains collaborateurs, comme les Guinéens savent le faire encore, ce n'est pas toujours la personne qui est là, qui est responsable. Moussa Dadis, je l'ai pratiqué plusieurs séances, au plaisir comme ou même quand c'est difficile, mais je considère que au départ c'était une personne honnête, qui voulait bien faire, mais qui a été excitée, emballée et poussée vers la confiscation du pouvoir, soit directement, soit par le biais des élections. Et cela a créé un climat conflictuel très sérieux dans le pays. Écoutez, c'est pas, au sein des forces vives, on n'avait pas de problème de dialogue, on n'avait pas de problème d'acceptation mutuelle, parce que ce n'était pas un sujet de pouvoir à l'époque. C'est-à-dire que ce n'était pas une compétition de pouvoir. C'était un cadre d'expression citoyenne, face à une réalité qui est le retour à l'ordre constitutionnel. Malheureusement, les pouvoirs politiques en Afrique, il y a ce qu'on appelle la conception africaine du pouvoir. C'est-à-dire vous en avez tellement dans les mains que ceux qui sont autour de vous pensent que de toutes les façons, vous ne pouvez pas le perdre. Vous ne pourrez pas le perdre. Donc pourquoi le céder et pourquoi continuer à écouter, pourquoi continuer à discuter et pourquoi faire ce que les autres vous demandent de faire. Donc c'est une forme négative d'aide à la décision. Mais généralement, en Afrique, les pouvoirs politiques n'ont pas cette réplique parce que les institutions n'ont pas l'indépendance qu'elles devaient avoir. Tout porte à croire que le jeune capitaine, mu au début de la prise du pouvoir par les idéaux de redressement du pays et de la transmission démocratique du pouvoir aux civils, ne tient plus le même discours. Le pouvoir suprême qu'il détenait a eu raison de sa raison initiale. Et son entourage n'a pas assez fait pour l'en dissuader. Donc le président Dadis a certainement été influencé par ses convictions personnelles, mais aussi parce que je pense qu'on n'a pas trouvé des mots forts ou des personnes qui ont pu influencer sa décision, parce que vraiment c'était une décision personnelle. La junte au pouvoir a engagé des réformes au sommet de l'État qui sont encore dans les esprits. Le capitaine Dadis a pu, lui et son équipe, lancer quelques travaux dans le domaine des BTP. Moi, je suis dans l'axe, j'étais à FIA, etc. Dans moins de 4 mois, en son temps, c'est-à-dire le capitaine Moussa Dadis Camara, on a bitumé un nombre important de routes dans la capitale Conakry. C'est en son temps qu'Afia a connu le goudron, beaucoup de quartiers. Ça, c'est des preuves évidentes.
Les leaders politiques, la société civile, bref l'ensemble des forces vives autour de la junte militaire ne conjuguent plus le même verbe. L'ordre des élections préétablies a été inversé sous fond de confusion et de coups bas entre politiques. Les forces vives ont échoué à ce stade. C'est dans ce cadre-là que par la suite, une commission a été mise en place paritaire entre des représentants du camp pro-CNDD et des représentants des forces vives. Une commission paritaire de 11 des représentants des différentes forces qui se sont retrouvés pendant un certain nombre de jours en discussion au niveau du Palais du Peuple. C'est à ce moment-là que cette commission a perturbé la marche qui était préconisée par l'ensemble des forces vives. Parce que ce qui était la revendication majeure à l'époque, c'était l'organisation des élections législatives. Dans un premier temps, avant d'aller vers des présidentielles. Cette commission paritaire, sans en référer aux instances qui les ont mandatées, en catimini, a accepté d'inverser l'ordre des élections en disant désormais on va aller à l'élection présidentielle et les élections législatives se feront par la suite. C'était une grave erreur.